À midi, il buvait un espresso, dos au mur, tandis que la place murmurait lentement, à peine. Une fillette en robe rouge surgit, larmes et poussière, et saisit sa tasse. Il leva la main. 3 costumes noirs se figèrent. En 12 minutes, 3 voitures noires démarrèrent. Il la prit par la main et monta. Certains gestes changent tout pour toujours. Le soleil de midi découpe des ombres nettes sur les pavés de la place Saint-Georges. L'air sent la lavande et le café qui s'échappe du bistrot chez Marcel, mais une tension invisible plane au-dessus des tables de terrasse. Les conversations se font plus basses quand apparaît la silhouette de Vincent Moreau. 52, en costume sombre impeccable, cheveux gris peignés vers l'arrière. Il avance lentement, chaque pas calculé. Ces hommes le suivent à distance respectueuse. 3 silhouettes en costume noir, qui scrutent chaque visage, chaque mouvement. Vincent s'installe à sa table habituelle, dos au mur, vue sur toute la place. Le serveur Thomas approche sans qu'on l'appelle. Ses mains tremblent légèrement en posant l'espresso devant l'homme le plus craint de Marseille. Vincent ne le regarde pas. Il observe. Toujours. Les mères qui pressent leurs enfants. Les commerçants qui baissent les yeux. Le pouvoir invisible qui règne sur cette ville du sud de la France. Monsieur Moreau. Thomas murmure, comme s'il s'excusait d'exister. Vincent hoche la tête, un geste presque imperceptible. Thomas disparaît. Le silence est lourd. Même les pigeons semblent éviter cette partie de la place. Vincent sort son téléphone, regarde l'écran sans vraiment lire. Ses lieutenants, Marc et Julien, attendent. Ils savent qu'il ne faut jamais déranger Vincent quand il réfléchit, quand il planifie, quand il décide qui vivra et qui paiera le prix de sa désobéissance. Soudain, un cri déchire l'air. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Tous, les regards se tournent. Une petite fille traverse la place en courant, ses chaussures usées claquent sur les pavés. Elle a 8 ans, peut-être 9. Robe rouge délavée, cheveux châtains emmêlés, visage strié de larmes et de poussière. Elle court droit vers Vincent, sans crainte, sans hésitation. Les hommes en costume noir se lèvent d'instinct, mains glissant vers leur veste. Vincent lève une main, il se fige. La fillette s'arrête devant sa table, haletante, le regardant droit dans les yeux avec une audace que même ses ennemis n'osent plus montrer. « Monsieur, ils battent ma maman. » Elle sanglote, pointant vers les tours HLM qui se dressent, au loin. « S'il vous plaît, ils vont la tuer. » Le bistrot devient silencieux. Même le bruit de la circulation semble s'estomper. Vincent pose lentement sa tasse, ses yeux gris acier fixés sur cet enfant qui vient de faire ce que personne n'avait osé depuis des années. L'interpeller directement, publiquement, sans protocole. Marc fait un pas vers la fillette. Vincent l'arrête d'un regard. « Comment tu t'appelles » Sa voix est grave, contrôlée. « Léa. » Elle renifle, s'essuyant le nez avec sa manche. « Ma maman, elle s'appelle Sophie. Elle saigne beaucoup. » Vincent se penche légèrement vers l'avant. Quelque chose dans ses yeux change. Imperceptiblement. « Où ?»« Tourcé, bâtiment 15, 4e étage. » Les mots sortent en cascade, entre les hoquets. « Mon beau-père, il a bu. Il dit qu'elle lui doit de l'argent. Il la frappe avec sa ceinture et... » Chut. Vincent lève une main. Julien. Son lieutenant s'approche. La voiture. Maintenant. Les clients du bistrot retiennent leur souffle. Vincent Moreau ne se déplace jamais pour des affaires domestiques. Il ne s'implique pas dans les querelles de famille. Il ne sauve personne, surtout pas gratuitement. Pourtant il se lève, ajuste sa veste et regarde cette petite fille comme s'il calculait quelque chose de très précis. « Tu montes comment chez toi ?» demande-t-il. « Par l'escalier B. » Mais il a fermé la porte à clé. Je suis passé par la fenêtre de la cuisine pour m'échapper. Vincent hoche la tête. Marc s'approche, murmure quelque chose à son oreille. Vincent secoue la tête. Non. On y va. 3 Mercedes noires démarrent simultanément sur la place. Vincent prend Léa par la main, la fait monter dans la première voiture. Ces hommes échangent des regards inquiets. Depuis 15 ans qu'ils, travaillant pour lui, jamais ils ne l'ont vu agir de façon aussi... imprévisible. Le trajet jusqu'au tour HLM dure 12 minutes. Léa, assise à côté de Vincent, ne dit rien.
Elle regarde par la vitre, ses petites mains crispées sur sa robe. Vincent l'observe du coin de l'œil. Cet enfant lui rappelle quelque chose. Quelqu'un. Un souvenir qu'il a enfoui si profondément qu'il croyait l'avoir tué. « Monsieur Vincent » murmure-t-elle. Il tourne la tête vers elle. Elle le regarde avec cette candeur que seuls possèdent les enfants qui n'ont pas encore appris à avoir peur du bon endroit. « Vous allez vraiment aider ma maman ?» Vincent ne répond pas immédiatement. Il regarde les tours qui se rapprochent, ces blocs de béton où s'entassent les oubliés, les pauvres, ceux que son organisation exploite ou ignore selon les circonstances. Il pense à sa propre enfance dans des endroits similaires, à une autre petite fille qui criait au secours, à des cris que personne n'avait entendus. Oui. Sa voix est plus douce. « Je vais aider ta maman. » Les voitures s'arrêtent devant le bâtiment 15. Vincent descend, suivi de ses hommes. Quelques jeunes traînent devant l'entrée, ils reconnaissent immédiatement les costumes, les visages, la démarche. Ils s'écartent sans un mot. Léa guide le petit groupe vers l'escalier B. L'odeur d'urine et de désinfectant bon marché flotte dans les couloirs. Les néons clignotent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs tagués. Au 4e étage, on entend des cris, des bruits de lutte, une voix d'homme qui hurle des obscénités. Vincent s'arrête devant la porte. Il écoute. Analyse. Planifie. Puis il frappe. 3 coups secs. Le silence se fait instantanément à l'intérieur. Le silence derrière la porte ne dure que quelques secondes. Puis une voix masculine, rauque et agressive, résonne dans l'appartement. « Qui, c'est ? Cassez-vous, je suis occupé !» Vincent ne répond pas. Il frappe à nouveau. 3 coups, identiques, mesurés. Marc et Julien se positionnent de chaque côté de la porte, leurs mains glissant instinctivement sous leur veste. Léa se cache derrière Vincent, ses petits doigts agrippés au tissu de son pantalon. « Merde. Sophie, va ouvrir ou je te défonce. Encore plus !» Des pas traînants, hésitants. Le verrou tourne lentement. La porte s'entr'ouvre, révélant le visage tuméfié d'une femme d'une trentaine d'années. Sophie. Ses cheveux blonds sont collés par le sang, son œil gauche complètement fermé, sa lèvre inférieure fendue. Elle regarde Vincent sans comprendre, puis aperçoit sa fille derrière lui. « Léa, qu'est-ce que... » Sa voix est cassée, tremblante. « Madame... » Vincent incline légèrement la tête. « Votre fille est venue me demander de l'aide. » Sophie écarquille son œil valide. Elle reconnaît ce visage, ces traits que tout Marseille connaît sans jamais oser les nommer. Vincent Moreau, l'homme qui règne sur les docks, les casinos, les prêts usuraires. L'homme dont on prononce le nom à voix basse, même quand on le prie. « Je ne comprends pas, » balbutie-t-elle. « Qui c'est, bordel ?»« Sophie, ramène ton cul ici. » La voix de l'homme résonne depuis le salon. Vincent pousse délicatement la porte. Sophie recule, incapable de résister, hypnotisée par la présence de cet homme qui dégage une autorité si absolue qu'elle en devient physique. Vincent entre, suivi de ses hommes. L'appartement sent l'alcool, la sueur et la peur. Le salon est petit, encombré d'un canapé défoncé, d'une table basse couverte de bouteilles vides et de cendriers débordants. Au centre de la pièce, un homme d'une quarantaine d'années, torse nu bedonnant une ceinture en cuir à la main. Ses yeux injectés de sang se posent sur Vincent. « T'es qui, toi ? Un flic ?» Il ricane, mais sa voix tremble légèrement. « J'ai rien fait d'illégal. C'est ma femme, j'en fais ce que je veux. » Vincent ne répond pas. Il regarde, analyse. La bouteille de whisky entamée sur la table. Les marques de coups sur les murs. Le sang séché sur le carrelage. Léa qui se cache maintenant derrière sa mère, terrorisée. L'homme commence à s'impatienter. « Hey, je te parle. Tu débarques chez moi comme ça. Tu sais qui je suis ? Didier Fontaine, je travaille au dock depuis 15 ans. » Le nom résonne dans l'esprit de Vincent. Didier Fontaine. Oui, il connaît. Un docker syndiqué, connu pour ses liens, avec des groupes d'extrême droite, pour ses dettes de jeu, pour sa violence. Un homme que l'organisation de Vincent surveille de loin, sans jamais s'en préoccuper vraiment. Monsieur Fontaine. Vincent prononce le nom avec une froideur clinique. Vous connaissez les règles du quartier ?
Didier fronce les sourcils. Il commence à comprendre, mais l'alcool ralentit sa réflexion. Quelle règle? De quoi tu parles? Il y a des choses qu'on ne fait pas, même ici. Vincent fait un pas vers lui. Frapper sa femme devant son enfant en fait partie. Ah ouais? Didier lève sa ceinture, l'agite dans l'air. Et toi, tu vas faire quoi? Me donner une leçon de morale? J'emmerde tes règles. Le silence qui suit est différent des autres. Plus dense, plus dangereux. Marc et Julien se rapprochent imperceptiblement, mais Vincent les arrête d'un geste presque invisible. Sophie. Vincent se tourne vers la femme blessée. Prenez votre fille, sortez. Mais... Sophie hésite. Maintenant. Il n'y a aucune colère dans sa voix, aucune urgence apparente. Juste une autorité qui ne souffre aucune discussion. Sophie prend Léa dans ses bras et sort de l'appartement. On entend leur pas s'éloigner dans le couloir. Didier ricane, avec tes costards. J'en ai vu d'autres, moi. Vincent s'avance encore. Il est maintenant à moins d'1 mètre de Didier, mais il garde les mains dans les poches, l'attitude détendue, presque nonchalante. Monsieur. Fontaine, vous avez une dette envers moi. Une dette? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dois rien du tout. Si. Depuis aujourd'hui, cette femme et cet enfant sont sous ma protection. Vous venez de toucher à ce qui m'appartient. Didier blêmit. Il commence à comprendre l'ampleur de ce qui lui arrive. Vincent Moreau ne se déplace pas pour des querelles domestiques. S'il est ici, c'est que quelque chose a changé. Quelque chose d'irréversible. Écoute, c'était juste une dispute. On s'engueule. C'est normal entre mari et femme. Vous n'êtes pas mariés? Vincent consulte son téléphone comme s'il vérifiait une information. Concubinage depuis 3 ans. Casier judiciaire. Coups et blessures. Conduite en état d'ivresse. Trouble de l'ordre public. Dette de jeu. 47 000 €. Didier recule, mais il n'y a nulle part où aller. Vincent continue, sa voix restant parfaitement calme. Ces dettes, c'est avec mes partenaires que vous les avez contractées. Je pourrais les racheter. Les annuler même. Un espoir fou traverse le regard de Didier. Vraiment? Tu ferais ça? En échange d'un petit service. Vincent fait signe à Marc qui sort une enveloppe de sa veste intérieure. Didier la prend, l'ouvre. À l'intérieur, des billets. Beaucoup de billets. 10 000 €. Vincent reprend. De quoi partir loin d'ici? Recommencer ailleurs? Oublier Marseille? Et si je refuse? Vincent sourit. C'est la première fois depuis son arrivée. Un sourire froid qui n'atteint pas ses yeux. Vous ne refuserez pas. Didier compte les billets. Ses mains tremblent. Il regarde Vincent, puis Marc et Julien qui l'observent sans expression. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il sait aussi que Vincent Moreau ne fait jamais d'offre qu'une seule fois. J'ai des affaires ici. Mon travail. Vous avez 2 heures. Vincent consulte sa montre. 17 heures. Après ça, mes hommes viendront s'assurer que vous avez bien compris le message. Didier hoche la tête. Défait. Il ramasse quelques vêtements éparpillés sur le canapé, les fourre dans un sac plastique. Il évite le regard de Vincent, comme si croiser ses yeux pouvait le transformer en pierre. Et Sophie? Et la petite? Elle ne vous concerne plus? Vincent tourne les talons, suivi de ses hommes. Dans le couloir, Sophie et Léa attendent, serrées l'une contre l'autre. Sophie pleure silencieusement, mais ce ne sont plus des larmes, de douleur. C'est autre chose. Du soulagement peut-être, ou de la peur de ce qui va suivre. Madame. Vincent s'arrête devant elle. Vous avez de la famille? Ma sœur, à Aix-en-Provence. Vous pourriez aller chez elle quelques jours. Sophie hoche la tête, incapable de parler. Vincent sort un autre portefeuille, en tire plusieurs billets. Pour les frais, le voyage, un médecin, ce dont vous avez besoin. Il se baisse légèrement, se met à la hauteur de Léa. La petite fille le regarde sans crainte, avec cette confiance absolue que seuls possèdent les enfants. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Merci, monsieur Vincent. Il lui touche brièvement la joue, un geste d'une tendresse inattendue qui surprend même ses propres hommes. 3 jours passent avant que Vincent ne retourne voir Sophie et Léa. 3 jours pendant lesquels il fait surveiller l'appartement, s'assurer que Didier a bien quitté la ville,
Vérifier que personne d'autre ne viendra déranger ces deux femmes qu'il a placées sous sa protection, sans vraiment comprendre pourquoi. Marc lui apporte le rapport un mardi matin, dans son bureau du port autonome. Un bureau aux vitres teintées qui surplombe les conteneurs et les grues, d'où Vincent peut observer son empire s'étendre jusqu'à l'horizon méditerranéen. Fontaine a pris le train pour Lyon hier soir. Nos contacts là-bas le surveillent. Il ne reviendra pas. Marc pose un dossier sur le bureau en acajou. La femme et la petite sont revenues hier. L'appartement a été nettoyé, réparé. Nos hommes ont installé une nouvelle serrure, changé les vitres cassées. Vincent lit le rapport sans lever les yeux. Sophie Dubois, 32 ans, caissière à temps partiel dans un supermarché, Casino. Léa Dubois, 9 ans. Scolarisée à l'école primaire Jules Ferry. Aucune famille proche à Marseille. Père de Léa, inconnu au bataillon. 3 ans de concubinage avec Didier Fontaine. 3 ans de violence progressivement escaladée. Les voisins ? Demande Vincent. Ils parlent. Ils disent que c'est un miracle, que Fontaine était une ordure, mais que personne n'osait intervenir. Marc hésite. Boss, ils savent que c'est vous. Toute la cité sait maintenant. Vincent ferme le dossier. Il regarde par la fenêtre les cargos qui entrent et sortent du port, chargés de marchandises légales et moins légales. Son téléphone vibre. Un message de Julien. La petite vous attend en bas. Il fronce les sourcils. Comment ça, elle m'attend? Marc vérifie son propre téléphone. Elle est là depuis 1 heure. Elle dit qu'elle veut vous voir. Julien n'a pas osé la renvoyer. Vincent descend dans le hall d'accueil de l'immeuble de bureau. Léa est assise sur un canapé en cuir trop grand pour elle, ses jambes se balançant dans le vide. Elle porte une robe bleue propre. Ses cheveux sont coiffés mais on distingue encore les traces de l'ecchymose qui s'estompe sur sa joue. Léa? Vincent s'approche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais vous remercier. Elle se lève, tire de son petit sac à dos un dessin froissé. J'ai fait ça pour vous. Vincent prend le papier. Un dessin d'enfant aux couleurs vives et aux proportions approximatives. Un homme en costume noir, très grand, qui tient la main d'une petite fille en robe rouge. Derrière eux, une femme sourit. En bas de la feuille, en lettres maladroites, « Merci, monsieur Vincent ». Quelque chose se serre dans la poitrine de Vincent. Une sensation qu'il croyait avoir tuée depuis longtemps. C'est très beau. Sa voix est plus rauque qu'à l'habitude. Maman dit que vous êtes notre ange gardien. Mais moi, je pense que vous êtes plutôt un super-héros. Vincent s'accroupit pour être à sa hauteur. Les super-héros n'existent que dans les films, Léa. Pas vous. Vous existez vraiment. Elle lui sourit avec cette candeur qui lui transperce le cœur. Vincent pense à sa propre enfance, à sa sœur cadette Émilie, morte dans un accident de voiture à 8 ans. Émilie qui avait le même sourire, les mêmes yeux confiants, la même façon de voir le bien là où les adultes ne voient que calcul et manipulation. « Comment tu es venu jusqu'ici » demande-t-il. « En bus. Maman travaille, alors j'ai dit que j'allais chez une copine. » Elle baisse la voix, complice. C'est un secret. Vincent réalise soudain l'absurdité de la situation. Cet enfant a traversé la moitié de Marseille pour venir le remercier, lui, Vincent Moreau, l'homme que les parents utilisent pour faire peur à leurs enfants. Elle est là, dans son bureau, entourée de ces hommes armés, et elle lui offre un dessin comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Léa, tu ne peux pas venir ici comme ça. C'est dangereux. » « Pourquoi ? Vous êtes gentil. » Gentil. Le mot résonne étrangement dans l'esprit de Vincent. Depuis combien d'années personne ne l'a qualifié de gentil? Depuis combien de temps personne ne l'a regardé sans crainte, sans calcul, sans arrière-pensée? Les gens qui viennent me voir, ils ne sont pas tous gentils. Certains pourraient te faire du mal. Mais vous me protégeriez. Cette confiance absolue le déstabilise plus qu'aucune menace de mort qu'il ait jamais reçue. Vincent se relève, fait signe à Marc, raccompagne-la chez elle. Discrètement. Non. Léa attrape sa main. Je veux rester avec vous, s'il vous plaît. Vincent sent tous les regards de ces hommes sur lui. Ils ne comprennent pas cette situation, cette faille dans l'armure de leur boss. Lui-même ne comprend pas. Il sait juste qu'il ne peut pas renvoyer cet enfant comme il renverrait n'importe qui d'autre. Tu as mangé ?
demande-t-il. Léa secoue la tête. Viens. Il l'emmène dans son bureau, fait apporter des sandwichs et du jus d'orange. Léa s'installe dans le grand fauteuil en face de son bureau, ses petites jambes se balançant à nouveau. Elle regarde autour d'elle avec curiosité, sans crainte. « Vous travaillez dans quoi, monsieur Vincent ?»« Import-export. » La réponse automatique, celle qu'il donne aux journalistes trop curieux. « C'est quoi ?»« Je fais venir des choses d'autres pays. Et j'envoie des choses dans d'autres pays. » « Quelles choses ?» Vincent hésite. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que son empire repose sur la contrebande, les prêts usuraires, la protection rapprochée et parfois l'élimination de problèmes humains, des choses que les gens veulent acheter? Léa hoche la tête, satisfaite de cette explication simple. Elle croque dans son sandwich, fait des miettes sur son bureau d'acajou qui vaut plus cher que le salaire annuel de sa mère. Maman dit que « Maintenant, on va déménager, dans un appartement plus joli. » C'est vrai? Vincent n'en sait rien. Aucun de ces hommes ne lui a parlé de déménagement. Oui, avec 2 chambres, et une vraie cuisine, et peut-être même un balcon. Ses yeux brillent d'excitation. Maman dit que c'est grâce à vous. Vincent réalise qu'il va devoir s'occuper du logement de Sophie et Léa, qu'il vient de s'engager dans quelque chose qui dépasse largement l'intervention ponctuelle qu'il avait prévue, qu'il est en train de créer des liens, des obligations, des émotions qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir. Son téléphone sonne. Julien. Boss, on a un problème. Les Corses veulent vous voir. Qui termine son sandwich, innocente de la tension qui vient de monter d'un cran dans la pièce. Les Corses ne viennent jamais sans raison. Et quand ils viennent, c'est rarement pour négocier. Combien? Demande Vincent. À voix basse. 4. Armée. Vincent réfléchit rapidement. Il ne peut pas recevoir les Corses avec Léa dans son bureau. Il ne peut pas non plus la faire sortir maintenant sans éveiller leurs soupçons. Il connaît leur chef, Antoine Santoni, assez pour savoir qu'il n'hésitera pas à utiliser une enfant comme moyen de pression. Marc emmène Léa dans la salle de réunion, reste avec elle, personne n'entre. Mais personne. Marc hoche la tête, comprend la gravité de la situation. Il s'approche de Léa. « Viens, petite princesse. On va voir la vue depuis l'autre bureau. » Léa, regarde Vincent. « Je peux revenir vous voir? On verra. » Vincent se lève, redevient instantanément l'homme froid et calculateur que tous redoutent. « Marc, garde-la au chaud. » Dès que la porte se ferme, Vincent active l'interphone. Julien fait les monter. Vous savez, si cette histoire vous touche autant qu'elle nous touche à la raconter, n'hésitez pas à nous rejoindre ici, sur cette chaîne où nous explorons les nuances de l'âme humaine. Parce que parfois, ce sont les rencontres les plus inattendues qui révèlent qui nous sommes vraiment. Et vous, pensez-vous qu'un homme peut changer du jour au lendemain? Ou est-ce que Vincent cache simplement une part de lui qu'il croyait morte? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Antoine Santoni entre dans le bureau de Vincent avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais eu à demander la permission. 55 ans, cheveux blancs tirés en arrière, cicatrice qui barre sa joue gauche depuis un règlement de compte dans les années 90. Ces 3 hommes se positionnent stratégiquement dans la pièce. Mains libres, regards alertes. Vincent remarque qu'ils portent tous des gants. Mauvais signe. Vincent. Santoni s'installe dans le fauteuil que Léa occupait quelques minutes plus tôt. Tu as de nouveau protégé, à ce qu'on me dit. Vincent ne bouge pas de son bureau. Ses propres hommes, Julien et 2 autres, ont pris position près des fenêtres. L'équilibre des forces est précaire mais stable. Antoine, qu'est-ce qui t'amène? La curiosité. Santoni sourit mais ses yeux restent froids. Un de mes gars travaille aux HLM. Il m'a raconté une histoire intéressante. Vincent Moreau qui joue les justiciers pour une femme battue et sa gamine. Vincent garde le silence. Il sait que Santoni n'est pas venu pour échanger des politesses. Depuis 15 ans, leurs organisations coexistent dans un équilibre fragile. Les Corses contrôlent les cigarettes et une partie de la drogue. Vincent s'occupe des docs, des prêts et de la protection. Chacun reste sur son territoire. Didier Fontaine. Santoni continue. Tu l'as payé pour qu'il disparaisse. 10 000 € cash. Généreux pour un docker alcoolique. Fontaine créait des problèmes. J'ai résolu le problème. En t'impliquant, personnellement, avec tes hommes, sur mon territoire. Vincent comprend enfin. Les tours HLM dépendent techniquement du secteur nord.
zone d'influence mixte où Corsès et organisation de Vincent se partagent les revenus selon des accords complexes. En intervenant directement, Vincent a franchi une ligne invisible. Nedo. Femme et une enfant ne sont le territoire de personne, Antoine. Tout est territoire, Vincent. Tu le sais mieux que quiconque. Santoni se penche vers l'avant. La question c'est, pourquoi maintenant? Pourquoi cette femme? Pourquoi cette gamine? C'est la question que Vincent se pose lui-même depuis 3 jours. Pourquoi Léa l'a-t-elle touché là où personne n'avait réussi à l'atteindre depuis des années? Pourquoi cette envie soudaine de protéger, de sauver, de jouer les héros, alors qu'il a construit sa réputation sur la froideur et le calcul? Appelle ça un caprice. Les caprices coûtent cher dans notre milieu. Santoni fait un signe discret à ses hommes. Surtout quand il donne des idées aux autres. Hier, c'est une femme battue. Demain, ce sera quoi? Tu vas ouvrir un centre d'accueil pour les déshérités? Vincent sent la tension monter. Dans la salle de réunion adjacente, Léa dessine probablement d'autres super-héros en attendant son retour. Cette pensée le déstabilise plus qu'elle ne devrait. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Compensation. Tu as agi sur mon secteur sans autorisation. Ça se paie. Combien? 50 000. Et tu nous laisses Sophie Dubois tranquille. Vincent réfléchit rapidement. 50 000 euros, ce n'est rien pour lui. Mais abandonner Sophie et Léa maintenant reviendrait à les condamner. Santoni ne s'intéresse pas à elle par hasard. Il a flairé une faiblesse, un moyen de pression sur Vincent. 75 000. Vincent contre-attaque. Et elle reste sous ma protection. Tu marchandais mal, Vincent. Ce n'est pas de l'argent que je veux. Santoni se lève, fait quelques pas vers la fenêtre qui donne sur le port. Tu sais ce qui m'étonne le plus dans cette histoire? Ce n'est pas que tu aies aidé cette femme. C'est que tu continues. Mes hommes m'ont dit que tu fais surveiller leur appartement, que tu as payé des réparations, que tu as même prévu de les reloger. Vincent ne confirme ni n'infirme. Mais Santoni a raison. Depuis 3 jours, il pense à Sophie et Léa plus qu'à ses affaires courantes. Il a donné des ordres pour qu'elles soient protégées, nourries, soignées. Comme si leur bien-être était devenu sa responsabilité personnelle. Ce qui m'inquiète, continue Santoni, c'est que Vincent Moreau est une faiblesse. Parce que les faiblesses, dans notre milieu, ça se transmet. Tes hommes commencent à parler. Ils disent que leur boss a changé, qu'il a retrouvé une conscience. C'est le coup de grâce. Vincent comprend que Santoni ne veut pas d'argent. Il veut éliminer cette faille avant qu'elle ne se propage, avant que la réputation de froideur absolue de Vincent ne s'effrite et déstabilise l'équilibre du pouvoir à Marseille. Ma conscience ne regarde que moi. Faux. Elle nous regarde tous. Si Vincent Moreau devient sentimental, s'il se met à sauver les faibles, qu'est-ce qui empêche mes propres hommes de suivre son exemple? Qu'est-ce qui empêche les autres familles de penser qu'ils peuvent nous défier? Un silence tendu s'installe. Vincent mesure l'ampleur du piège dans lequel il s'est enfermé. En sauvant Léa et Sophie, il a révélé une humanité qu'il croyait avoir enfouie. Cette humanité est maintenant perçue comme une menace par ses pairs. Tu as une solution à proposer? Demande Vincent. Rends-les-moi. La femme et la gamine. Je m'en occupe proprement. Pas de souffrance inutile, juste un accident. Et tout redevient comme avant. Vincent sent quelque chose de noir et de froid s'installer dans son ventre. Il regarde Santoni, cet homme qu'il côtoie depuis 15 ans, avec qui il a partagé des dîners, des affaires, parfois même des rires. Et il réalise que Santoni parle sérieusement, qu'il est prêt à tuer une femme et une enfant innocente pour préserver l'ordre établi. Non, le mot sort tout seul avant même que Vincent ait eu le temps de réfléchir aux conséquences. Santoni hausse un sourcil. Non. Elles ne vous ont rien fait. Elles ne représentent aucune menace pour vos affaires. Elles représentent une menace pour toi, et donc pour nous tous. Santoni redevient sérieux. Vincent, tu es en train de commettre une erreur que tu vas regretter. Cette gamine t'a retourné le cerveau. Tu ne raisonnes plus comme un chef, tu raisonnes comme un père. Le mot « père » résonne douloureusement dans l'esprit de Vincent. Il n'a jamais eu d'enfant. Par choix, par crainte de reproduire les erreurs de son propre père, par conviction que sa vie ne laissait aucune place à la tendresse. Mais Léa l'a appelé son super-héros. Elle lui a offert un dessin.
Elle lui fait confiance avec cette absolue candeur que seuls possèdent les enfants qui n'ont pas encore appris la méfiance. Mes sentiments ne regardent que moi, Antoine. Tes sentiments mettent en danger 20 ans d'équilibre. Je ne peux pas laisser passer ça. Santoni fait un nouveau signe. Ses hommes se rapprochent imperceptiblement. Vincent sent ses propres hommes se tendre, prêts à dégainer. Dans quelques secondes, son bureau va se transformer en champ de bataille. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de réunion s'ouvre. Marc apparaît, l'air tendu. « Boss, excusez-moi, mais la petite, elle veut absolument vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Vincent ferme les yeux une seconde. La pire chose qui puisse arriver vient de se produire. Léa va entrer dans cette pièce chargée de menaces de mort, face à des hommes qui la considèrent déjà comme un cadavre. Dis-lui d'attendre. J'ai essayé, boss, mais elle... Monsieur Vincent. La voix claire de Léa résonne dans le couloir. J'ai fini mon dessin pour vous. Elle apparaît dans l'encadrement de la porte, un autre papier à la main, souriante et innocente. Elle s'arrête en voyant les hommes en costume, sent instinctivement la tension, mais ne comprend pas le danger. Oh, vous avez de la visite? Santoni la regarde comme on regarde un problème à résoudre. Vincent voit dans ses yeux le calcul froid, la pesée des options. Éliminer le problème maintenant. Ici, devant témoin. Ou attendre une meilleure occasion. Viens ici, Léa. Vincent tend la main vers elle. Elle s'approche sans hésiter, lui donne son nouveau dessin. Cette fois, c'est un château avec des tours et des gens qui sourient aux fenêtres. En bas, toujours cette écriture maladroite. Pour que vous ne soyez plus triste. Vincent regarde le dessin, puis Léa, puis Santoni qui observe la scène, avec un intérêt clinique. Le silence dans le bureau de Vincent et les hommes en costume, son instinct d'enfant lui soufflant que quelque chose ne va pas, mais sa confiance en Vincent restant intacte. Santoni étudie cette scène avec l'attention d'un prédateur qui jauge sa proie. « Elle vous ressemble », dit-il finalement, sa voix doucereuse. « Les mêmes yeux, la même détermination. » Vincent serre imperceptiblement les mâchoires. Il comprend que Santoni vient de déplacer la menace. Ce n'est plus seulement Sophie et Léa qui sont en danger. C'est lui-même, et tout ce qu'il a construit. « Léa », dit Vincent sans quitter Santoni des yeux, « va avec Marc. Il va te ramener chez ta maman. Mais je voulais vous montrer mon château. Et puis maman m'a dit de vous inviter à dîner dimanche. Elle fait de la ratatouille. » Cette innocence, cette normalité au milieu de la tension mortelle qui règne dans la pièce, déstabilise même les hommes de Santoni. L'un d'eux détourne le regard, mal à l'aise. « Dimanche, je travaille, » répond Vincent, sa voix plus douce qu'elle ne l'a été de toute la conversation. « Alors lundi ? Ou mardi ?» Santoni se lève lentement. « Vincent, nous avons terminé notre discussion. J'espère que tu réfléchiras à ma proposition. Tu as 48 heures. » Il fait signe à ses hommes qui se dirigent vers la sortie. Avant de partir, il se retourne une dernière fois vers Léa. « Au revoir, petite. Prends bien soin de toi. » Sa voix porte une menace que seuls les adultes peuvent décoder. Léa lui sourit poliment comme on sourit à un inconnu. « Au revoir, monsieur. » Quand la porte se referme, Vincent sent ses jambes trembler légèrement. Il s'assoit lourdement dans son fauteuil, regarde Léa qui continue de lui tendre son dessin avec patience. « Il n'était pas très gentil, le monsieur » observe-t-elle. Non, il n'était pas très gentil. Vincent prend le dessin, l'étudie. Le château dessiné par Léa a quelque chose de magique, de protecteur. Comme si elle avait voulu lui offrir un refuge contre les démons qu'elle ne comprend pas mais qu'elle sent rôder autour de lui. « Marc » appelle-t-il. Son lieutenant apparaît, immédiatement. Emmène Léa chez elle. Reste avec elle cette nuit. Et appelle Sophie. Je veux lui parler. 1 heure plus tard, Sophie frappe timidement à la porte du bureau. Elle a mis sa plus belle robe, s'est maquillée pour cacher les dernières traces de coups. Vincent la fait entrer, lui indique un fauteuil. « Sophie, nous avons un problème. » Elle pâlit instantanément. Didier est revenu. Pire. Il y a des gens qui veulent vous faire du mal, à vous et à Léa, à cause de moi. Vincent lui explique la situation sans entrer dans les détails techniques. Sophie écoute. Ses mains tremblent de plus en plus au fil du récit. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmure-t-elle. « Je vais vous sortir de Marseille.
cette nuit. J'ai des contacts à Paris, des gens qui pourront vous aider à recommencer ailleurs. Et Léa? Son école, ses amis? Sophie? Vincent se penche vers elle. Votre fille sera vivante. C'est tout ce qui compte maintenant. Elle éclate en sanglots. Des larmes de terreur, de reconnaissance, de culpabilité aussi. Elle réalise que sa fille a mis en danger l'homme qui les a sauvés. Je suis désolé. Si j'avais su, si j'avais imaginé qu'en vous demandant de l'aide, vous n'avez rien demandé. C'est Léa qui est venue me trouver, et elle a bien fait. Vincent dit ces mots et réalise qu'il les pense vraiment. Malgré les conséquences, malgré la guerre qui se profile, il ne regrette pas d'avoir sauvé cette femme et cet enfant. Pour la première fois depuis des années, il a agi avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Et étrangement, cela ne l'effraie pas. Le train de nuit pour Paris part dans 3 heures. Marc vous conduira à la gare. Vous montrez séparément. Vous ne vous connaissez pas. À l'arrivée, quelqu'un vous attendra avec de nouveaux papiers. De nouveaux papiers? Nouvelles identités. Pour votre sécurité. Sophie comprend qu'elle va perdre jusqu'à son nom, jusqu'à son passé. Mais elle comprend aussi que c'est le prix à payer pour que sa fille grandisse. Et vous? Qu'est-ce? Qui va vous arriver? Vincent sourit tristement. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. Survivre. 2 heures plus tard, une voiture discrète s'arrête devant l'immeuble de Sophie. Léa dort dans les bras de sa mère, épuisée par cette journée qu'elle ne comprend pas entièrement. Marc charge leurs quelques affaires dans le coffre. Vincent est venu les accompagner. Il regarde cette petite fille qui a bouleversé sa vie en quelques jours, qui lui a rappelé qu'il était humain avant d'être un chef de clan. Léa. Il la réveille doucement. Elle ouvre les yeux, encore embrumée de sommeil. Monsieur Vincent, on va où? Tu pars en voyage avec ta maman? Un long voyage. Vous venez avec nous? Non. Moi, je reste ici. Léa se réveille complètement, comprend que quelque chose d'important se passe. Mais, et vos châteaux? Et la ratatouille de maman? Vincent sent sa gorge se serrer. Il sort de sa poche les 2 dessins qu'elle lui a offerts, les lui rend. Garde-les, pour te souvenir. Non. Elle repousse les papiers. C'est pour vous, pour que vous ne soyez plus triste. Je ne serai plus triste, Léa. Grâce à toi. Il l'embrasse sur le front, un geste paternel qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire. Puis il aide Sophie à monter dans la voiture. Prenez soin d'elle, murmure-t-il. Prenez soin de vous, répond Sophie. La voiture disparaît dans la nuit marseillaise. Vincent reste seul sur le trottoir, les dessins de Léa à la main. Pour la première fois depuis 20 ans, il se sent vulnérable, mais aussi étrangement, en paix avec lui-même. Le lendemain matin, Santoni trouve le bureau de Vincent vide. Pas de cadavre, pas de sang, pas de traces de lutte. Juste une enveloppe sur le bureau contenant 100 000 € et un mot pour les désagréments. Nous sommes quittes. Vincent a disparu de Marseille aussi silencieusement qu'il y avait construit son empire. Certains disent qu'il s'est retiré en Corse, d'autres qu'il a rejoint ses protégés à Paris. Les plus romantiques prétendent qu'il a tout quitté pour devenir instituteur dans un petit village de Provence. La vérité, personne ne la connaît. Mais dans un appartement parisien, une petite fille garde précieusement 2 dessins dans une boîte sous son lit. Et parfois, quand sa mère pleure en pensant à leur ancienne vie, Léa lui dit « Ne t'inquiète pas, maman. Monsieur Vincent veille sur nous. Les super-héros ne meurent jamais vraiment. » 6 mois plus tard, Sophie reçoit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un chèque pour les études de Léa et une simple phrase « Pour qu'elle devienne tout ce qu'elle voudra ». Et dans cette même enveloppe, un petit dessin maladroit, un homme en costume qui sourit avec écrit en dessous « Merci pour m'avoir sauvé aussi ». Voilà l'histoire qui nous rappelle que parfois, ce sont les plus petites voix qui portent les plus grands changements. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la force de l'innocence face à la brutalité du monde, rejoignez notre communauté ici, parce que nous croyons que derrière chaque armure, même la plus épaisse, bat encore qu'un cœur capable d'amour. Et vous, que pensez-vous de ce choix de Vincent?
A-t-il eu raison de tout sacrifier pour sauver Léa et Sophie? Auriez-vous fait le même choix à sa place? Dites-nous dans les commentaires quelles leçons vous retenez de cette histoire, car votre réflexion enrichit la nôtre.